La parole est à Alain Tourret pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes donc saisis d'une proposition de loi déposée le 28 novembre 2012 au Sénat portant amnistie des faits commis à l'occasion de mouvements sociaux et d'activités syndicales et revendicatives. Cette proposition de loi vient de connaître des vicissitudes certaines. Elle a été rejetée par la Commission des lois du Sénat le 13 février 2013, mais elle a été votée par le Sénat 14 jours plus tard, le 27 février 2013. Le gouvernement s'est montré hésitant, puis en apparence favorable devant le Sénat, avant d'en demander le rejet devant l'Assemblée. Le groupe socialiste serait divisé au point qu'on peut se demander si pour le groupe majoritaire, qui est mon groupe ami, la ligne brisée est préférable à la ligne droite. Après avoir rejeté le texte en commission des lois, les échos nous indiquent que le Parti socialiste en proposerait en majorité ou partiellement, je ne sais, un renvoi en commission. Alors rappelons qu'une loi d'amnistie est un texte majeur, fondateur. Or, nous sommes ici soumis à des pressions qui rappellent celles du mariage pour tous. La fureur de certains semble d'ailleurs être passée d'un camp dans l'autre. M. Jean-Luc Mélenchon vient de menacer de tordre le bras du président de la République si ce dernier ne soutenait pas la proposition d'amnistie, je cite. Bien mieux, il a annoncé qu'il pourchasserait ses anciens camarades du PS, cher ami Urvoas, jusqu'en le dernier village de France et même en Bretagne, s'ils ne votaient pas le texte d'amnistie. De telles outrances, de telles menaces sont à l'évidence inadmissibles au moment même où celui qui les prononce veut être nommé Premier ministre du président Hollande. Essayons de réfléchir sur ce processus d'oubli volontaire qu'est l'amnistie. L'amnistie remonte à la nuit des temps, à Athènes, en 404 et 403 avant notre ère. Elle traverse la République romaine. Elle a pour avocat Cicéron, qui tente d'obtenir l'amnistie des conjurés qui assassinèrent César en 44. On la retrouve sous la monarchie qui pratique la clémence royale, par des lettres de grâce qui effacent la peine et par des lettres d'abolition qui effacent le délit. Et il suffit de relire effectivement Victor Hugo dans son discours au Sénat le 21 mai 1876, et il explique lumineusement ceci. De ces deux prérogatives de la royauté, le droit de grâce et le droit d'abolition, le droit de grâce, qui est le droit limité et réservé au pouvoir exécutif, le droit d'abolition appartient, lui, au pouvoir législatif. Vous êtes le pouvoir souverain. C'est à vous qu'appartient le droit supérieur. Le droit d'abolition, c'est l'amnistie. L'amnistie devient alors, tant bien que mal, un moyen habituel de gouverner. Cet instrument qui aurait dû rester exceptionnel est utilisé environ une fois tous les 2 ans. Notre rapporteur, dont je salue le travail, nous explique en page 8 de son rapport que 16 lois d'amnistie ont été votées entre le 31 juillet 59 et le 6 août 2002. Je lui signale qu'il est en désaccord avec le professeur Bruno Pi, professeur de droit, spécialiste de l'amnistie, qui relève, dans tous nos manuels de droit pénal, l'existence non pas de 16 lois, mais de 24 lois au degré d'amnistie entre 1959 et 2003. L'amnistie aurait dû rester un moyen exceptionnel de pardon, une tentative de refonder l'unité nationale après une crise majeure. Chacun comprend bien qu'après des grandes et douloureuses déchirures, on doit envisager la réconciliation, une nouvelle fraternité, un retour des brebis égarées, même si celles-ci ont commis crimes et délits. C'était Edmond Michelet qui, le 7 juillet 59, terminait en tant que garde des Sceaux sa proposition de loi d'amnistie par 4 vers. C'était un poète. Mères, voyez vos fils qui se sont tant battus, qu'ils ne soient pas jugés sur quelques basses intrigues, qu'ils soient réintégrés comme l'enfant prodigue, qu'ils viennent s'écrouler entre 2 bras tendus. Depuis le 6 août 2002, depuis près de 10 années, aucune loi d'amnistie n'a été votée. On a rompu avec l'automaticité de l'amnistie présidentielle. L'amnistie a ainsi pu être écartée ces 10 dernières années des enjeux et débats politiciens. En 2002, de nombreuses voix, et d'abord à gauche, s'élèvent contre l'amnistie. Elles sont rejointes par l'Assemblée des maires de France, qui s'oppose à cette tradition qui, je cite, constitue, on le sait bien, un encouragement à l'incivisme, parce que chacun compte alors sur l'amnistie. Le quinquennat a sans doute porté un rude coup, peut-être un coup mortel, à l'amnistie, tant la fréquence de la loi d'amnistie est en soi-même en contradiction avec le principe de la loi d'amnistie. L'amnistie doit donc rester exceptionnelle et n'être prononcée qu'au vu des grandes fractures que peut connaître la République. On peut ailleurs se poser la question de savoir si l'amnistie ne relève pas du seul pouvoir exécutif, du gouvernement.
C'est en ce sens que se prononçait l'ancien garde des Sceaux Jean Foyer le 17 décembre 1964, invoquant, c'est intéressant de le noter, une tradition coutumière qui réserve non pas en droit mais en fait l'initiative des projets d'amnistie qui aboutissent, tradition d'une telle certitude que le Constituant de 1946 avait été invité à le consacrer expressément. Elle est aussi dans la logique du gouvernement parlementaire. Toute mesure d'amnistie comporte des dangers et des risques. Ces dangers et ces risques, il appartient de les apprécier au gouvernement, responsable de l'ordre public, responsable de la sûreté de l'État, responsable de la sécurité des citoyens. C'est donc, à mon avis, seul le gouvernement qui peut proposer une loi d'amnistie. On me répondra que l'initiative des lois est partagée, en application de l'article 39 de la Constitution. C'est oublier les articles 47 et 47.1 de la Constitution, qui prévoient que les budgets de l'État et de la sécurité sociale ne peuvent être définis que dans des projets de loi. C'est oublier également l'article 40 de la Constitution, tant il est vrai que l'amnistie empêche l'État de percevoir le produit des amendes prononcées par des juridictions pénales. L'amnistie a par essence un caractère général. Il n'est pas question de s'en priver ou de l'interdire, tant on se rend bien compte qu'il faudrait alors, en pure logique, interdire tout le système de prescription. L'amnistie est une règle fondamentale qu'on ne saurait contourner. Cette règle fondamentale a permis d'amnistier, pendant la guerre d'Algérie, en Nouvelle-Calédonie, la Guadeloupe, la Martinique, la Corse. Certains demandent aujourd'hui l'amnistie des faits relatifs à la Corse de ces derniers temps. Madame Erignac s'est d'ailleurs émue d'une telle possibilité, Monsieur le Ministre. D'évidence, le temps du pardon n'est ni acceptable ni prévisible en ce qui concerne la Corse avant de nombreuses années. Du 31 juillet 1959 au 6 août 2002, 8 amnisties ont été adoptées d'une manière automatique à la suite de l'élection du président de la République. Réminiscence de la royauté, ces lois d'amnistie ne sauraient constituer une tradition républicaine. Henri Donnedieu de Vabre a pu écrire, c'est un grand juriste, que l'amnistie apparaît comme un vestige de l'ancien arbitraire du monarque et figure parmi les modalités du pardon, celle qui conserve le mieux le caractère que revêtait sous l'Ancien Régime la clémence royale. Osons le dire, l'amnistie présidentielle, en don de joyeux événements comme jadis les 101 coups de canon, n'avait rien à voir avec la République. Elle permettait peut-être au président de se trouver des ancêtres, elle permettait à coup sûr de vider les prisons. Elle était contraire au principe d'individualisation qui permet d'abréger la peine de ceux qui se conduisent bien en prison. Elle était contraire au service le plus élémentaire. Elle a permis aux chauffards de tuer en toute impunité sur la route. Elle s'opposait de manière frontale à la volonté de rechercher l'impunité zéro. Nicolas Sarkozy, François Hollande ont rompu avec cette tradition contraire aux principes républicains. Ils ont bien fait, et il faut souhaiter que plus jamais nous n'entendrons parler d'amnistie présidentielle et de son caractère automatique. Les hasards de l'histoire, les bégaiements de la République ont permis certaines amnisties avec un champ d'action défini. C'est votre projet. Ainsi, le 23 mai 1968, à la suite des événements de mai 68 qui se sont déroulés dans une université. Ainsi, le 21 décembre 1972, à la suite de manifestations d'agriculteurs, d'artisans et de commerçants. Ces deux lois peuvent être, avec le recul du temps, considérées comme des lois d'opportunisme. Elles ont été justifiées, comme aujourd'hui avec la loi sur les mouvements sociaux, par la dureté des temps, qui a amené une catégorie de Français à se révolter. La défense de l'ordre public connaît alors des règles vigoureuses censées permettre de ramener le calme et la sécurité, parce que la force doit rester à la loi. En quelque sorte, le pardon devient alors une suspension du temps, à partir de laquelle il est possible de commencer une autre histoire. Il faut en effet trouver, selon Madame Kristeva, une psychanalyste très intéressante, l'instrument d'effacement actif qui ouvre la possibilité de continuer à vivre ensemble. L'amnistie est un des moyens d'interrompre le cycle des violences. Ces amnisties partielles, liées à un champ d'application restreint, ont été utilisées le 15 janvier 1990 et le 6 août 2002 pour amnistier les infractions liées au financement politique des partis et au financement des campagnes électorales. Est-ce que l'on veut renouveler cela? On abandonne dès lors le terrain de la morale pour embrasser celui de l'efficacité politique. Vous aurez compris que mon groupe souhaite conserver à l'amnistie son sens originel, la nécessité du pardon dans les grandes fractures de l'histoire. C'est un acte majeur, c'est un acte grave, qui par définition ne saurait s'appliquer à tel ou tel fait sociaux, ici des grèves, ou là avec le droit de l'environnement, le problème des faucheurs volontaires. Le droit de grâce existe toujours, il permet l'individualisation des mesures de clémence. La réhabilitation existe également, elle permet au tribunal de prendre en compte les efforts entrepris par le contrevenant. Toute autre attitude, si dure soit-elle, amènerait à donner un blanc-seing à telle ou telle catégorie de la population. Ce serait créer une zone de non-droit dans laquelle on pourrait s'engouffrer. Hier, en 2002,
C'était la gauche, par la voix d'Arnaud Montebourg, qui s'opposait de manière viscérale à l'amnistie. Je le cite. « Cela constitue démoraliser plus que ne renforce l'esprit républicain. L'amnistie insulte le civisme plus qu'elle ne le sert. Elle ressemble à un petit festival de violation de la loi où chacun serait convié à prendre part aux joyeuses transgressions. » Et Montebourg de conclure « Une loi d'amnistie est une atteinte grave portée à la séparation des pouvoirs. » Tout est dit, nous ne voterons pas cette loi.